Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Fin des travaux parlementaires avant la traditionnelle intercession de Noël. L'occasion pour nous de revenir sur les temps forts de la séance et les principales lois adoptées par le Parlement depuis l'élection d'Emmanuel Macron il y a 6 mois. Dans cette édition, on se projettera aussi sur 2018. Parmi les chantiers à venir, la rénovation de la procédure législative. Comment limiter le temps passé à légiférer pour mieux évaluer et contrôler l'action du gouvernement, tout en maintenant le cap des réformes. Le débat est à suivre. La clôture des États généraux de l'alimentation. Le gouvernement doit annoncer des mesures pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur production en percevant un prix juste. Cela passera par un seuil de revente à perte pour les distributeurs. Quid des consommateurs? On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous ces débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Après 5 mois de travaux, les États généraux de l'alimentation s'achèvent aujourd'hui. Un projet de loi doit être voté courant 2018 dans lequel devrait figurer la mise en place d'un seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires, mais aussi une nouvelle disposition sur les promotions dans les grandes surfaces, avec toujours pour objectif mettre un terme à la crise agricole. Cécile Sixou. Limiter la guerre des prix, mieux rémunérer les agriculteurs et encourager la transition écologique. Voilà les objectifs fixés en juillet dernier au moment de l'ouverture des États généraux de l'alimentation. 5 mois plus tard, 2 grandes mesures devraient ressortir des discussions. La première qui vise à soutenir les producteurs compte relever de 10% le seuil de revente à perte sur les produits alimentaires. Concrètement, aujourd'hui, un yaourt acheté 1 € le kilo par la grande distribution ne peut pas être revendu à moins d'1 €. Avec ce seuil, il ne pourra pas être revendu à moins d'1,10 €. Une proposition dénoncée par les associations de consommateurs. On va augmenter de 10% certains produits qui vont être payés plus cher par les consommateurs. Et en promettant que, miraculeusement, cet argent pris sur le dos des consommateurs, il descendrait d'une part vers l'industrie agroalimentaire et ensuite que l'industrie agroalimentaire redonnerait cet argent aux agriculteurs. Par quel miracle? On ne sait pas, il n'y a pas d'outil. Autre mesure, mettre en place une nouvelle législation sur les promotions. Elles seront encadrées. C'est tel volume. C'est-à-dire encadré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas plus de 30%. C'est-à-dire 3 achetés, 1 gratuit, oui, mais 1 acheté, 1 gratuit, non. Ah, donc c'est un encadrement sur le volume et un encadrement sur le niveau de baisse du prix. C'est pas normal de faire moins 70% sur un produit. Enfin, le gouvernement compte aussi imposer 50% de produits bio et locaux en restauration collective et étendre le délit de maltraitance animale aux abattoirs. Pour faire passer ces réformes, Emmanuel Macron pourrait une nouvelle fois avoir recours aux ordonnances. Une loi d'habilitation pourrait être votée dès la fin du mois de janvier. Et on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences pour une première réaction à ces États généraux de l'alimentation. À vos côtés, le sénateur Henri Cabanel. Henri Cabanel, alors ces États généraux de l'alimentation se concluent alors que l'on est en plein dans le scandale Lactalis. Ce n'était pas le premier sujet qui avait été évoqué lors de ces États généraux, mais cela remet l'accent sur la question de la sécurité alimentaire. Je pense que notre responsabilité, c'est avant tout la sécurité alimentaire. Bien sûr, c'est le partage de la valeur et de permettre donc à nos agriculteurs d'avoir un petit peu plus de valeur sur les produits qu'ils mettent en commercialisation. Les États généraux, la méthode est, à mon sens, la bonne méthode. Aujourd'hui, il va falloir effectivement voir les orientations que ces États généraux, la conclusion vont prendre, notamment donc dans les 3 axes majeurs qui ont été un petit peu déterminés. Le fait que la grande distribution ne pourra plus vendre donc à perte. L'encadrement aussi des promotions. L'encadrement des promotions, tout ça, ça va dans le bon sens. Il faut quand même se rappeler que, ne serait-ce que sur la viande de porc, 75% des volumes se vendaient en promotion. Donc là, on tombe donc à 25% des volumes. C'est une bonne chose. Vous pensez que les distributeurs vont réellement jouer le jeu? C'est là
que j'accorde le bénéfice du doute donc au gouvernement et d'attendre un petit peu, voir comment vont se dérouler les choses, car ces états généraux, on l'a bien vu, moi j'ai participé à un atelier, on sent très bien quand même que la grande distribution reste un petit peu sur les acquis qu'ils ont et dans la guerre des prix qu'ils se font entre eux. Et dans ce cadre-là, je pense que personne ne sortira gagnant. Donc, on se rappelle, hein, l'exécutif s'était pris les distributeurs en pleine face lorsqu'ils avaient tenté d'agir sur les prix dans cette crise en plein mandat de François Hollande. Voilà, pourquoi? Parce que dans cette guerre des prix, c'est le marché qui a toujours raison. Donc il faut réguler à travers la loi. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les états généraux de l'alimentation, c'est que ça va déboucher sur un projet de loi. Donc ce projet de loi qui va passer en discussion au Parlement, j'en suis certain, va être enrichir, va permettre donc d'ouvrir le débat et de faire en sorte que chacun s'exprime dans l'intérêt à la fois de la sécurité alimentaire, de l'agriculture durable, mais aussi de nos agriculteurs, surtout. Il y a un autre sujet dont on avait peu parlé dans la première partie des États généraux de l'alimentation, c'est la question de l'environnement, la question des pesticides et du glyphosate. Alors vous-même, vous connaissez très bien la vigne. Est-ce que vous pensez possible de réduire réellement l'utilisation des pesticides? Et puis il y a aussi les engagements, bien sûr, d'Emmanuel Macron pour sortir du glyphosate dans 3 ans. La loi d'avenir avait donné un signe fort sous le précédent quinquennat, avec donc la loi sur le biocontrôle qui a été encore plus axée sur le programme Ecophyto 2 en 2016. Il est de notre intérêt de réduire les intrants au niveau donc de notre agriculture. Et quelles que soient les filières agricoles, c'est quand même la volonté des agriculteurs. Car quand on parle de sécurité sanitaire, les premiers mis à mal sont quand même les agriculteurs à travers les produits qu'ils emploient. Donc je pense qu'il faut bien insister sur le fait que la volonté des agriculteurs aussi, c'est d'aller dans une agriculture durable et effectivement essayer d'arriver à mettre moins d'intrants. Ce n'est pas la volonté de tous, certains disent aussi que cela a un prix. Sur le glyphosate, effectivement, on est dans l'inconnu, si je puis m'exprimer ainsi, en tant que législateur parlementaire, avec donc des associations qui se contredisent au niveau de leur analyse. Et un petit peu le fait que ça soit perturbé parce que il y a une volonté de la Commission européenne de permettre donc la commercialisation pour 5 ans de plus, la volonté du gouvernement d'interdire dans 3 ans, et dans un marché mondialisé, si je prends par exemple le CETA, avec donc le Canada où le produit vient d'être autorisé pour 15 ans de plus. Donc il faut arriver à trouver une solution qui permette donc aux consommateurs d'avoir toute la transparence dans son acte d'achat, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut absolument, à travers la volonté d'interdire, mettre en place une traçabilité qui permette aux consommateurs de faire son acte d'achat en toute transparence. Merci beaucoup Henri Cabanel d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Emmanuel Macron recevait en début d'après-midi les représentants des cultes à l'Élysée, le chef de l'État qui doit s'exprimer sur la laïcité. Ce sera certainement début janvier. Ce matin, Jean-Christophe Lagarde était l'invité de Territoire d'Info, notre matinale, et il s'est exprimé sur ce sujet. On l'écoute. Et tu as interprété la loi. C'est la loi, c'est celle. Alors, est-ce qu'il faut qu'il la réaffirme ? Est-ce qu'il faut que, alors qu'on connaît des difficultés face à la laïcité, lorsque, notamment chez les intégristes musulmans, il y a volonté de tester, voire de rompre avec la laïcité à la française, ou lorsque M. Wauquiez, M. Ménard, des élus de la République, rompent aussi avec la laïcité et cherchent, par des biais ou affirmés ou détournés, à poser des crèches de Noël, qui sont au demeurant fort sympathiques et dans la tradition de notre pays, mais qui n'ont rien à faire dans un bâtiment public, comme d'ailleurs l'a rappelé, je crois, le Conseil d'État, eh bien, pour dire les choses concrètement, elle est testée par les intégristes de notre pays. Certains sont des intégristes religieux, d'autres sont des intégristes politiques. Je vous le disais en titre, les sénateurs ont terminé hier la session parlementaire. Après un marathon budgétaire de 3 semaines, ils ont d'ailleurs rejeté en nouvelle lecture le projet de loi de finances rectificative. On va voir tout de suite avec Julie Hulin les temps forts de la séance depuis l'élection d'Emmanuel Macron. 24 septembre 2017, la droite sénatoriale est à la fête. Elle sort largement renforcée des élections sénatoriales alors que La République En Marche essuie un sérieux revers. Gérard Larcher annonce la couleur. C'est la voix des territoires qui s'est exprimée. Ils ont clairement affiché leur volonté de voir exister un contre-pouvoir parlementaire indispensable à mes yeux
au fonctionnement équilibré de la démocratie. La droite décidée à marquer les textes de son empreinte, à l'image du projet de loi mettant fin à l'exploitation des hydrocarbures. Les sénateurs multiplient les dérogations à la fin des permis d'exploitation en 2040. Nicolas Hulot déplore un texte qu'il dit vidé de sa substance. Parfois, vous évoquez les arguments de très bonne foi et je les entends et je n'en doute pas. Mais je crois qu'on n'a pas pris la mesure, très sincèrement, de ce qui nous attend. On n'en fera jamais trop. Échec de la commission mixte paritaire, rejet du Sénat en seconde lecture, les discussions entre le gouvernement et le Sénat n'aboutiront pas. Cette fin d'année à la Haute Assemblée aura également été occupée par des semaines de marathon budgétaire, à commencer par la loi pour le financement de la sécurité sociale. Un texte, là aussi rejeté en seconde lecture, sans discussion ni amendement, après un examen marqué par la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités. Nous pensons que la solidarité est exigeante de justice sociale. Aussi, la proposition d'augmentation de la CSG pour les retraités n'est pas, à notre égard, acceptable. Au même moment, les sénateurs débutent l'examen du premier projet de loi de finances de l'ère Macron. 3 semaines de débat et un texte largement modifié. Parmi les mesures phares, les sénateurs souhaitent un recul d'1 an de la suppression de la taxe d'habitation et une suppression totale de l'ISF, là où le gouvernement souhaite le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière. Nous n'avons pas eu le courage de supprimer l'ISF alors qu'une grande partie de nos troupes condamnaient cet impôt. Nous n'avons pas eu ce courage. Et je reconnais bien volontiers au gouvernement le fait d'avoir le courage de prendre une décision que nous n'avons pas prise. Mais on a le sentiment que vous ne voulez pas aller au bout. Rejeté en seconde lecture par le Sénat, le budget 2018 a été adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Parmi les dispositions des sénateurs qui ont été conservées, la hausse de la TVA sur le logement social. On continue les réactions avec vous, Tam Trani, toujours en direct de la salle des conférences sur cette session depuis le renouvellement de septembre avec le sénateur communiste Pierre Ouzoulias. Oui, Pierre Ouzoulias, quel regard portez-vous sur les premiers mois du mandat d'Emmanuel Macron au Sénat? Quelle a été la qualité du dialogue noué avec l'exécutif jusqu'ici? Écoutez, Emmanuel Macron mène une politique libérale dans la continuité de ce qu'il avait fait sous le précédent président. Il fait ça avec détermination et pour l'instant beaucoup de facilité politique parce qu'il bénéficie d'une large majorité à la fois à l'Assemblée nationale, ici au Sénat. Et une opposition réduite à portion congrue aussi, inaudible, a-t-on beaucoup dit ces derniers mois ? Au Sénat, l'opposition elle est réduite à notre groupe, au groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste, c'est tout. Vous estimez que la politique menée est libérale, de droite, qu'il y a un accord ? Oui, il y a même une partie du groupe Parti socialiste qui est d'accord avec lui sur un certain nombre de ses projets. Nous sommes dans une opposition absolue et forte parce que ce qu'impose le président Macron, c'est un changement de République. On change le modèle républicain, qui était un modèle fondé sur les solidarités entre les territoires, les solidarités sociales. Et là, on passe dans un projet européen de confrontation, de lutte entre les individus, de mise en concurrence généralisée. On est passé, Monsieur Macron est dans la 6e République, mais pas celle que nous souhaitons. Où la majorité sénatoriale a été en opposition avec le gouvernement. Si on prend le budget, si on prend également la question des territoires, une question qui n'est pas du tout réglée, qui reste dans le flou. Oui, et puis vous oubliez de dire que la majorité sénatoriale a essayé de faire un peu de surenchère dans le domaine économique. Je pense par exemple aux 3 jours de carence imposés aux fonctionnaires, ce qui a permis au gouvernement de se placer dans une situation intermédiaire en disant que finalement ils étaient moins extrémistes que la droite sénatoriale. Mais sur le fond, je pense qu'il y a une très large adhésion sur le programme économique de Macron. Peut-être un mot un peu plus personnel, puisque Pierre Ouzoulias, vous avez été élu lors du dernier renouvellement du Sénat. Quel regard portez-vous sur la Chambre haute et sur sa façon de travailler et sur votre propre expérience ? C'est un endroit très, très agréable où il y a un grand respect du pluralisme politique. Et ça, c'est une façon de faire qui devrait s'imposer à tous les territoires. Je suis élu des Hauts-de-Seine. Je ne suis pas toujours traité dans les Hauts-de-Seine comme je le suis ici. Je le suis ici au Sénat. Ensuite, ce que je constate, c'est que malheureusement, du point de vue gouvernemental, il y a une forme de mépris
vis-à-vis du Parlement en général et du Sénat en particulier. Lors du débat budgétaire, on a vu que très souvent les bancs des ministres étaient vides ou que... Parce que les ministres qui n'étaient pas en charge du dossier, c'est qui ça, devaient défendre la certaines ministre de la missions. Culture qui défendait des budgets qu'elle travail. connaissait pas. Donc ça aussi, c'est le nouveau monde. Hein. On sent bien que tout part de l'Élysée et que le Parlement est là simplement pour avaliser des choses qui ont été décidées ailleurs. Et je regrette à ce titre-là que quelques amendements que nous avons signés avec la majorité sénatoriale ici n'ont même pas été examinés par l'Assemblée nationale alors qu'ils allaient dans le bon sens. Donc quand on essaye de faire ici un travail intéressant, constructif, il est complètement ignoré par l'Assemblée nationale. C'est insupportable. Un tout dernier mot justement à l'Assemblée nationale. On entend beaucoup parler du gros coup de fatigue ressenti par les députés de La République En Marche. Et vous, comment ça va? Mais moi, ça va très bien, parce que je ne suis pas un godillot, donc je pense que c'est beaucoup plus facile à vivre et c'est bon pour le moral. Moi, je pense à celles et ceux qui souffrent, qui sont sur le terrain, et je les sens derrière moi, là regardez, ils sont nombreux et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, et ça nous donne beaucoup de morale. Alors évidemment, quand on est député de La République En Marche, ça doit être beaucoup plus compliqué. Ça, je me mets pas à leur place. Moi, je suis très bien. Dans la défense du peuple, ça me va très bien. Merci beaucoup, Pierre Ouzoulias, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Emmanuel Macron l'avait promis pendant sa campagne. S'il était élu, il œuvrerait à une rénovation du fonctionnement parlementaire en limitant le nombre de mois pendant lesquels le Parlement légifère pour réserver plus de temps à l'évaluation et au contrôle de l'action du gouvernement. Pour cela, il faut cependant accélérer la fabrique de la loi. Sandra Cerquera. C'est l'une des pistes de l'Assemblée nationale, faire de la procédure accélérée, avec une seule lecture par chambre, la règle pour tous les textes. Inacceptable pour le Sénat, car en l'absence de compromis entre les deux chambres, les députés auraient directement le dernier mot, sans nouvelle lecture. Une façon de ne pas prendre au sérieux le travail du Parlement, estime bon nombre de sénateurs, alors que la majorité des textes est déjà examinée en urgence. Ce qui pour Alain Richard est source d'erreur. La règle, c'est deux lectures. Et l'expérience archi-démontrée vérifie qu'avec une seule lecture, on laisse passer les difficultés. La législation n'est pas quelque chose qui a vocation à se faire en urgence. Autre piste de l'Assemblée nationale visant à accélérer la fabrication de la loi, limiter la discussion des amendements à la seule commission pour les textes les plus consensuels afin d'aller plus vite, comme l'expérimente déjà le Sénat. Serait repensé également l'examen des textes budgétaires pour plus d'efficacité, avec moins de temps à l'automne lors du vote des recettes et des dépenses, et davantage au printemps sur l'évaluation de l'exécution du budget. La dernière réunion du groupe de travail du Sénat sur la réforme parlementaire est prévue fin janvier. De son côté, l'exécutif souhaite conclure avant l'été. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Philippe Dallier, bonjour, merci d'être avec nous. Vice-président du Sénat, sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis. J'accueille également Didier Mauss, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de droit constitutionnel, ancien conseiller d'État. Également sur ce plateau, Pacôme Rupin, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Paris, membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et j'accueille enfin Benjamin Morel, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous avez obtenu votre prix de thèse sur le Sénat et sa légitimité. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Pacôme Rupin, puisque vous sortez d'un marathon budgétaire, aussi bien sénateur que député, mais c'était quand même votre premier. Est-ce que vous pensez, à l'issue de ce marathon, qu'il faut rénover justement la façon de voter la loi? Ah oui, je le pense avec beaucoup de force. Je crois qu'on vit une accélération du temps dans tous les domaines, accélération du temps médiatique, du temps économique, du temps politique aussi, et on voit que les gouvernements successivement depuis plusieurs années doivent s'accélérer par rapport à l'actualité. Et il est donc normal qu'il y ait une réflexion sur cette accélération du temps aussi au niveau de la procédure législative. Et nous, ce qu'on vit en tant que nouveaux députés, c'est quand même un temps passé à redébattre d'arguments déjà entendus qui est extrêmement conséquent. Je prends un exemple ce matin. On a eu le droit sur une nouvelle lecture du projet de loi de finances à Jean-Luc Mélenchon qui a ressorti des arguments que moi j'avais déjà entendus
au moins 2 fois dans l'hémicycle, et mes collègues de la commission des finances d'autant plus. Donc voilà, il faut un moment, je crois qu'il y a une demande de la part de nos concitoyens de plus d'efficacité de la part de leurs députés, aussi plus de présence sur le terrain, et plus de présence sur le terrain, ça demande, et plus de présence pour évaluer la loi avec les citoyens et sur les territoires, ça demande aussi moins de temps passé dans l'hémicycle. Ouais. Philippe Dallier, ça fait pourtant partie du travail d'un parlementaire de passer du temps dans l'hémicycle à voter la loi. Avec la force de l'expérience, je vais vous dire qu'il faut traiter de ces sujets-là avec prudence. Au Sénat, on a 20 jours pour voter le budget. 20 jours. C'est extrêmement court. Il faut voir ce que sont les enjeux. Lorsqu'on touche à la législation fiscale, il faut essayer de ne pas faire trop de bêtises. Parce que quand on s'en aperçoit en cours d'année l'année suivante, il y a parfois des dégâts qui sont très importants. Pas revenir sur les 10 milliards, sur la fameuse taxe des 3% sur les dividendes, mais si on avait pris le temps, avant de la faire adopter, de l'évaluer correctement, d'en regarder les impacts, voilà. Donc la précipitation à tout prix, parce qu'il faudrait aller toujours de plus en plus vite, franchement, moi je pense qu'il y aura des conséquences et pas forcément positives. Maintenant, il ne tient qu'aux 2 chambres du Parlement de se régenter en matière d'amendement. On peut tout à fait aller très vite, et l'Assemblée nationale le fait d'ailleurs plus que le Sénat, aller très vite sur certains amendements qui ont déjà été discutés, etc. Donc on peut effectivement s'organiser. Alors ça nécessite que tout le monde se mette un peu d'accord. Mais est-ce qu'il faut effectivement, en modifiant les règles du jeu, réduire encore le temps d'examen des textes et venir systématiquement à une lecture dans chaque chambre? Franchement, moi je tire la sonnette d'alarme parce que je pense qu'il y aura des dégâts. Benjamin Morel, c'est effectivement une des pistes sur lesquelles travaille l'Assemblée nationale pour réduire le nombre de navettes. On passerait par des procédures accélérées pour tous les textes. Oui, si vous voulez, je suis assez d'accord avec M. Dallier. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Il y a 2 choses dans ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le député. Il y a l'idée on répète souvent les mêmes choses qu'on a déjà écoutées en séance. Mais ça, en effet, ça dépend de l'organisation interne du Parlement. L'idée d'un examen seulement en commission, et ensuite d'acter ce qui a été fait en commission en séance, ce que fait déjà le Sénat, ça peut être une façon justement de rationaliser le débat parlementaire pour le rendre plus efficace. En revanche, ce jeu qu'ensuite on appelle le ping-pong entre les chambres et qui permet justement d'échanger des arguments entre députés et sénateurs qui n'examinent pas tout à fait dans les mêmes conditions un texte et donc d'améliorer le contenu du texte, ça c'est important. C'est important parce que c'est la loi. Et que cette loi, elle va avoir pour vocation à s'appliquer que si la loi est mal faite, ça entraîne des conséquences, juridiques. In fine, ça oblige ensuite le gouvernement à multiplier les décrets et donc à limiter le pouvoir du Parlement. Et donc c'est un vrai problème démocratique et ça devient un vrai problème juridique. Donc il faut de bonnes lois et pour faire de bonnes lois, il faut du temps. Vous êtes d'accord, Didier Mausse, pour que la loi soit bonne, il faut qu'elle ait été débattue longuement en séance publique et en commission? Alors je vais vous dire qu'il faut qu'elle soit débattue longuement, sereinement, mais pas trop longuement. Et le problème de savoir quand on commence dans le pas trop, c'est difficile à dire. Alors il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il y a 10 ans, on a fait une révision de la Constitution pour essayer que le Parlement travaille plus, travaille mieux et travaille à un rythme différent. Et notamment, on a mis des délais entre le dépôt des projets de loi et leur discussion en première lecture, et on a mis des dépôts pour la seconde assemblée. Mais ces délais ne s'appliquent pas lorsque le gouvernement enclenche la procédure accélérée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a enclenché la procédure accélérée quasiment chaque fois. Donc dire aujourd'hui, on faudrait instituer une règle de principe selon laquelle il n'y a qu'une lecture dans chaque chambre, on y est quasiment. Bon, j'allais dire, il y a une lecture en procédure accélérée, il y a la CMP, si elle réussit, et elle réussit plus qu'on ne le dit, tant mieux. Si elle ne réussit pas, on refait une petite lecture et on fait un vote définitif. Très honnêtement, ce n'est pas ça qui prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est le début de la procédure, c'est pas la fin de la procédure. Et en même temps, quand on réforme une loi, on ne le fait pas pour quelques jours. C'est vrai qu'il y a une accélération du temps, ça nous en sommes tous très conscients, mais est-ce que le Parlement, à travers le vote de la loi, doit entrer dans cette logique d'accélération du temps, ou est-ce qu'au contraire, il ne doit pas être non pas une résistance, mais un petit peu un ressort, un frein, pour qu'une bonne loi soit une loi qui dure, et non pas simplement le texte qui va précéder le suivant 2 ou 3 ans après. Un jour, il y a une ministre de la Communication qui a dit « Je vous présente un projet de loi qui précède celui qui vous sera présenté dans quelques années. » C'est typiquement la mauvaise loi. Pour faire une loi, il faut un peu de temps. Il faut que les députés et les sénateurs regardent, travaillent. Il y en a qui connaissent très bien le sujet
et il y en a qui le connaissent moins bien. Bon, il faut également que tous les acteurs du système juridique interviennent, et notamment ceux qui vont avoir à l'appliquer. Et ça se fait pas en quelques jours. Et je termine sur ce point, il faut distinguer, à mon sens, la procédure législative, j'allais dire normale, de la procédure budgétaire. Bon, la session d'automne, elle est complètement occupée, complètement aux 3/4, par la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Et en dehors de ça, on ne fait que 2 ou 3 textes d'urgence. Et c'est là où il y a une vraie difficulté. Oui, pas comme Rupin. On parlait de l'expérimentation qui a déjà lieu au Sénat, c'est le vote de la loi en commission. On sait que François de Rugy pourrait reprendre cette hypothèse. Oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Parce qu'en effet, je pense qu'il faut concentrer les débats techniques en commission, avec les commissaires qui peuvent faire ce travail-là, parce que c'est leur sujet, et concentrer les grands débats de principe, les grands débats politiques dans l'hémicycle, où là, évidemment, tous les parlementaires sont concernés. Mais je voulais simplement revenir sur la qualité de la loi, parce que c'est un élément essentiel de notre débat. Et vous avez donné un très bon exemple qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà des problèmes de qualité de la loi. Et d'ailleurs qu'on a mis 5 ans pour s'en rendre compte, d'une certaine manière. Et je crois qu'il faudrait davantage un système itératif. C'est-à-dire qu'à la limite qu'on fasse une loi qui soit imparfaite, que ça prenne du temps ou pas, elle est souvent imparfaite, tout simplement parce qu'on ne peut pas connaître tous les impacts d'une loi en amont. Et c'est pour ça qu'il faut davantage évaluer, il faut davantage de contrôle, et il faut pouvoir davantage transformer une loi, pouvoir la finaliser quand on voit qu'il y a certains éléments qui ne fonctionnent pas. Et ça me paraîtrait être un parcours plus intéressant de la loi et plus efficace au final. Il y a 2 choses qu'on me semble confondre, c'était un peu le cas dans le reportage. Il y a effectivement le contrôle par les parlementaires de l'action du gouvernement et le travail préalable à l'élaboration de la loi. Et là, il revient au gouvernement, normalement, de fournir au Parlement des études d'impact détaillées. Dans la vraie vie, ce n'est quasiment jamais le cas. Donc si on nous dit, les études d'impact étant ce qu'elles sont, si on nous dit encore, on va réduire le temps d'examen devant le Parlement, mais on va droit à la catastrophe. Donc je pense que s'il faut mettre le paquet, c'est effectivement sur la qualité des études d'impact et laisser suffisamment de temps aux parlementaires avant de venir en commission, notamment aux rapporteurs, de travailler les sujets. Et il y a des cas où le temps est extrêmement réduit et il n'est pas possible de faire du bon boulot. Et le contrôle de l'exécution de la loi, ça c'est autre chose. Donc franchement, l'accélération, je pense qu'il faut s'en méfier. Ça paraît comme ça, évidemment, pour le public. Ah oui, les parlementaires sont trop longs, etc. On va accélérer tout ça. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de dégâts. Et quand on regarde, dans le même état d'esprit, ce qu'avait voulu faire Philippe Séguin, puisqu'avant le Parlement, il y avait une session d'automne, c'était le budget, une session de printemps, tout le reste. Séguin avait dit, on va supprimer les séances de nuit, et donc maintenant, il y a une session unique du 1er octobre au 30 juin. Eh bien, souvent, ça commence au 1er septembre, ça se termine le 31 juillet, c'est matin, midi, soir, et il y a de plus en plus de textes avec de moins en moins de temps sur chacun des textes. Donc je pense qu'à la fois le gouvernement devrait se régenter, que le Parlement devrait se régenter, mais ne touchons pas à notre organisation pour le plaisir d'y toucher et de donner le sentiment d'aller dans le sens du vent plus vite, plus vite, plus vite. Alors avant de continuer ce débat, puisqu'on sait qu'il y a eu une proposition de résolution à l'initiative de Gérard Larcher qui a été adoptée au Sénat pour permettre de continuer ces expérimentations autour du vote de la loi en commission, je vous propose d'écouter Éliane Assassi, c'est la présidente du groupe communiste au Sénat. Elle émet des réserves sur cette nouvelle procédure, on l'écoute. Le droit de veto d'un groupe à la mise en œuvre de cette procédure est une garantie réelle. Mais jusqu'à quand ? Le pluralisme sera-t-il respecté avec la réduction envisagée du nombre de parlementaires ? Que deviendront les groupes d'opposition et minoritaires dans ce futur cadre ? Qui pourra exercer le droit de veto à l'avenir ? Benjamin Morel, que pensez-vous de cette proposition de voter la loi en commission ? On a entendu à l'instant Éliane Assassi. C'est vrai que chaque président de groupe dispose d'un droit de veto, mais ça doit concerner quelle loi finalement ? Ça peut concerner au bout du compte toutes les lois qui apparaissent soit trop techniques, soit assez consensuelles pour, selon tous les groupes, se passer d'un grand débat en hémicycle. Il faut voir à quoi sert l'hémicycle. En fait, il y a très très peu de choses qui se passent d'un point de vue juridique, d'un point de vue législatif dans l'hémicycle. L'hémicycle, c'est plus une forme de théâtre vis-à-vis de l'opinion pour montrer comment est-ce qu'on fait la loi, qu'est-ce qu'on met dedans. Ça a son utilité en termes de légitimité démocratique et en termes de construction politique. Mais d'un point de vue technique, sur un texte qui apparaît très technique, il apparaît peu important
que ça arrive en séance et qu'on prenne du temps en séance. Donc cette procédure, sous la réserve qu'en effet les groupes puissent s'y opposer, parce qu'il ne faut pas que ce soit une façon de noyauter les petits groupes qui souvent n'ont qu'un représentant en commission. Sous cette réserve-là, c'est probablement une très très bonne procédure, justement pour, d'un côté, accélérer le temps et donner plus de temps au Parlement, et que ce temps en séance serve à des vrais débats de fond, des vrais débats de société, où pour le coup, la publicité sert la légitimité du Parlement et sert l'opinion publique. Certaines lois n'ont pas besoin d'être débattues dans l'hémicycle, peuvent être votées en commission, Didier Mauss. Elles ne sont pas votées par contre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles passent en séance. Il y a quand même quelques principes du monde très ancien. Pas celui de 2016, mais celui d'avant 1789. C'est la loi et l'expression de la volonté générale. Bon, c'est ça la révolution de 1789. C'est que la loi doit être débattue en public, sous le regard des citoyennes et des citoyens, alors évidemment avec les moyens d'aujourd'hui, pour qu'elle devienne légitime. Elle ne devient pas légitime uniquement parce qu'elle est votée par une majorité ou par deux majorités ou par accord. Elle devient légitime parce qu'elle a été débattue en public, que les arguments ont été échangés et que ceux qui vont la voter ont entendu le sentiment et l'avis de ceux qui sont contre. C'est ça fondamentalement le rôle du Parlement. Un parlementaire, c'est parler. Et dans la Constitution, l'article 24 qui a été modifié il y a 10 ans dit, mais ça sur le point n'a pas été, le Parlement vote la loi. Qu'est-ce que c'est en fin de compte qu'un Parlement, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc., c'est la transformation en normes juridiques d'un programme politique. Personne ne remet en cause le fait qu'il y ait une majorité politique, président, majorité de l'Assemblée nationale, selon des modalités diverses, selon les périodes. Et cette majorité a normalement un programme. Eh bien, pour réaliser ce programme, il faut passer par le Parlement. Alors, ça peut mettre 2 mois, ça peut mettre 3 mois, ça peut mettre 6 mois, mais il faut quand même laisser un temps. Il y a le symbole, quand même, du vote en séance publique. Il peut être plus court. Je dirais, soyons clairs, un des grands échecs de la révision de 2008, c'est qu'on recommence en séance publique le débat de la commission. Et on n'aurait pas mis dans la révision de 2008 le fait que le débat s'engage sur le texte de la commission, mais qu'on aurait conservé, comme c'est le cas par exemple pour le budget, que le débat s'engage sur le texte du gouvernement, parce que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, c'est l'article 20, ça serait beaucoup plus simple. On n'a pas augmenté tellement le temps de la séance publique, on a beaucoup augmenté le temps des séances en commission. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui donne l'impression d'une répétition. Alors, un mot sur les lois techniques et les lois consensuelles. Nous aimons bien, du point de vue typologie, dire ça existe, mais quand il faut faire le classement, qu'est-ce qui est consensuel et qu'est-ce qui est technique? Vous prenez certains députés ou certains sénateurs, je ne dis pas lesquels, parce que ça peut varier selon les périodes, vous ne serez jamais à 100% d'accord sur qu'est-ce qui est technique et qu'est-ce qui est consensuel. Benjamin Morel, pardon. Deux mots pour dire quand même, je suis tout à fait d'accord avec Didier Mauss, il ne faut pas non plus faire de cette procédure ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que, pour avoir un débat technique et consensuel, il faut quand même la majorité, il faut quand même l'unanimité des groupes, et deuxièmement, on ne vote pas la loi en commission, ou en tout cas on la revote en séance publique. L'une des innovations que voulait introduire Emmanuel Macron, c'est-à-dire le vote définitif comme en Italie, des lois en commission, ça pour le coup ça remet en cause, en effet comme vous le dites bien, la publicité démocratique que nécessite un débat public. Mais on peut passer peu de temps en séance publique, on est tous d'accord là-dessus. Oui, j'ai voté pour cette résolution qui a été adoptée il y a peu de temps au Sénat, si ce n'est que j'ai entendu un argument qui me pose question. Effectivement, ne voteraient en commission que les membres de la commission. Ce qui prive, en fonction des textes, une partie des parlementaires de leur droit d'amendement. Or, tous les parlementaires doivent pouvoir contribuer à l'élaboration de tous les textes. Donc ça, c'est quand même une difficulté. Alors certes, après... Les parlementaires peuvent poser un amendement en commission. Ils ne peuvent pas voter, mais tout parlementaire... Ils ne peuvent pas voter. Non, mais donc, peuvent pas voter, c'est quand même... Ils peuvent déposer un amendement. Très bien, mais ils ne peuvent pas voter. C'est pas la même chose. Oui. C'est pas la même chose. Et du point de vue des principes, ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc, il faudra regarder d'ailleurs si juridiquement, il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Voilà. On parlait aussi du volet évaluation et contrôle de l'action du gouvernement. On parlait de cette réforme et de cette révision de 2008. Aujourd'hui, on se rend compte finalement que dans l'ordre du jour partagé, il y a de moins en moins de semaines qui sont consacrées justement au contrôle, pas comme Rupin. Alors comment on peut faire? Je voulais juste préciser que s'il faut attendre l'unanimité des groupes, peut-être qu'au Sénat, c'est davantage possible qu'à l'Assemblée nationale. Mais je peux vous dire que comme on a des motions de censure et de renvoi en commission de la part de la France Insoumise sur tous les textes, quels qu'ils soient, je pense qu'on n'aura jamais
l'unanimité, et donc ça ne se passera pas à l'Assemblée nationale s'il y a cette règle-là. On parlait d'expression générale des citoyens, vous en parliez. Et je pense qu'elle a changé aussi, cette expression, justement, des citoyens. Et donc, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils demandent davantage d'avoir un député présent auprès des citoyens, à leur écoute, pour justement évaluer la loi et la contrôler sur leur territoire. Et ça, je crois que c'est un élément très important, très intéressant, qu'il faut absolument pouvoir développer dans le rôle du député. Et aujourd'hui, le fait est que le temps qu'on passe dans l'hémicycle, en commission, toute la semaine, eh bien, nous enlève ce temps qu'on pourrait passer davantage. C'est du temps perdu, pas comme Rupin. Moi, je trouve que rassembler un grand nombre de parlementaires pour faire des débats qu'on a entendus des fois et sur lesquels on sait qu'on n'est pas d'accord, et c'est vrai qu'il faut que notre choix il soit éclairé, mais quand il est éclairé un peu trop, c'est du temps en moins sur lequel on pourrait être beaucoup plus utile pour évaluer la loi, pour évaluer les services publics, pour contrôler le gouvernement et, encore une fois, permettre cette expression générale des citoyens, mais en direct. Pas simplement dans l'hémicycle, mais sur le terrain. Je vous vois en train de bouillir sur Non, mais écoutez, moi, vous avez 13 ans que je suis parlementaire, donc j'ai peut-être un peu plus d'expérience. Oui, non, mais c'est pas, je dis pas ça. Non, mais je vais intéressant de vue. Mais justement, je vais vous faire part du point de vue d'un élu qui est parlementaire depuis 13 ans et qui a été cumulard, puisque j'étais maire en même temps, depuis de longues années, et je ne le suis plus. Effectivement, un parlementaire, ça bosse entre 60 et 70 heures par semaine, on le sait, c'est comme ça. Donc on passe beaucoup de temps. Pas, hein. Comment ? Moi, je m'en plains pas en tout cas. Non plus, c'est comme ça, sinon on fait autre chose. Avoir plus de temps. C'est pas le cas de tous vos collègues. Tout ça pour dire le contrôle et l'évaluation. Tout cela pour dire que, effectivement, hormis la période budgétaire où c'est très intense, le reste de l'année, on a le temps de faire du contrôle et d'être sur le terrain. Voilà. Et je ne voudrais pas qu'au nom de ce temps supplémentaire, j'allais dire, on réduise trop le temps d'examen de la loi parce que c'est fondamental. Mal écrire la loi, ça coûte très cher, ça peut coûter très cher à l'État, d'avoir des conséquences très importantes sur nos concitoyens, et donc il faut faire très attention avec ça. Didier Maus, c'est ensuite Benjamin. Oui, moi je trouve que l'argument qui vient d'être donné sur le fait qu'il faut que les députés notamment soient plus sur le terrain est merveilleux. Parce qu'il y a quelques années, on nous a absolument présenté l'argument contraire, alors pas dans les mêmes catégories politiques, mais on nous a dit il faut supprimer le cumul avec les fonctions exécutives pour que les parlementaires soient des parlementaires à temps plein à Paris, que ce soit au Palais Bourbon ou au Palais du Luxembourg. Je me demande comment ils faisaient, comment vous faisiez pour être parlementaire à 70 heures par semaine. Et voir comment une loi fonctionne. Donc aujourd'hui, certains nous disent il faudrait retrouver la fonction de terrain. Moi, j'en suis personnellement ravi parce que, moi, je suis un modeste maire élu local, donc ça m'intéresse. Mais je crois qu'il faut quand même savoir ce que l'on veut. Alors, simplement, sur le problème de l'évaluation. C'est vrai que c'est un vieux serpent de mer. Moi, j'ai jamais été parlementaire, mais il y a quand même entre 40 et 50 ans que je m'intéresse à la vie politique et institutionnelle de ce pays, ce qui commence à faire pas mal. Et ce sont des arguments que l'on retrouve depuis toujours. Je pourrais vous renvoyer à la période Chaban-Delmas, on disait exactement la même chose. Il faut quand même se méfier un tout petit peu. Le rôle fondamental du Parlement, les deux assemblées, ou l'Assemblée nationale seule en dernière lecture, c'est de voter des lois. C'est-à-dire de faire des règles juridiques dans le cadre, je le disais tout à l'heure, du programme politique. Et plus on consacre de temps à évaluer, moins on consacre de temps à la fonction législative. Et je pense que du côté du gouvernement, on serait ravis dans un certain nombre de cas. Parce que qu'est-ce que c'est qu'évaluer ? Ça consiste à faire des rapports, dont, honnêtement, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. On n'est jamais arrivé, jusqu'à présent, arrivé à ce que 2 mois après, par exemple, un rapport d'une commission d'enquête, il y ait obligatoirement un débat en séance publique sur qu'est-ce qu'on va faire des suites, des conclusions. Ça, il faut le faire. Bien sûr. Justement, il faut le faire. Avant de donner la parole à Benjamin Morel. Il y a des évaluations dans cette maison sur la décentralisation régulièrement. Qu'est-ce qu'on en fait ? On va écouter justement à ce propos et là, je suis Emmanuel un peu Macron, réservé. Avant de vous donner la parole, Benjamin Morel, le chef de l'État qui s'exprimait justement sur cet aspect de l'évaluation, c'était lors du congrès de Versailles, on l'écoute. Je souhaite qu'une évaluation complète de tous les textes importants, comme aujourd'hui celle sur le dialogue social ou encore sur la lutte contre le terrorisme, dont nous avons récemment jeté les bases, soit menée dans les 2 ans suivant leur mise en application. Benjamin Morel. Écoutez, évaluer, ça ne peut servir qu'à 2 choses. Soit considérer que le gouvernement n'a pas rempli le contrat et à le renverser,
là, voilà, la 5e République fait que non, soit à voter une loi pour modifier ce qui a été fait. Donc, il faut du temps législatif. Or, le temps législatif, le Parlement ne l'a pas et on va encore le réduire. Donc, c'est compliqué. Pour revenir un peu sur l'argument que vous employez tout à l'heure, moi, je veux bien que les parlementaires aient besoin, en effet, c'est ce qu'on évoquait il y a quelques temps, aient besoin d'être plus en circonscription et d'évaluer sur le terrain. Mais ça ne se passe pas comme ça. La nature a horreur du vide. Et comme vous le disiez très bien à propos des réformes Séguin, lorsque il y a plus de temps au Parlement, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de textes, il y a plus d'inflation législative parce que le gouvernement, chaque ministre a envie d'avoir son texte, chaque ministre veut pouvoir pousser des projets et donc vous avez plus de textes, donc vous n'aurez pas plus de temps au Parlement. Si jamais il y a la procédure accélérée généralisée, vous aurez simplement plus de textes et plus d'inflation législative. Pas comme Rupin, d'autant que le rythme des réformes va continuer, un rythme soutenu, hein, c'est la volonté aussi du chef de l'État, c'est aussi de la responsabilité finalement du gouvernement, cet encombrement législatif dont vous semblez un peu vous plaindre. C'est de la responsabilité du gouvernement. C'est pour ça que dans la réforme qui a été lancée par François de Rugy, il y a la proposition à ce qu'on ait une meilleure visibilité des projets de loi et un travail qui soit fait en amont du projet de loi, en amont d'un dépôt du texte sur la table du Conseil des ministres et qui permet aux parlementaires de faire leur travail justement d'évaluation de la loi aussi à ce moment-là. Mais tout simplement, on n'est pas obligé d'utiliser des arguments qui disent que si on réduit le temps de la procédure sur un projet de loi, il va y avoir plus de projets de loi. Si c'est ça, en effet, l'impact, ça ne fonctionnera pas. Oui, mais il suffit justement dans la réforme. On n'a pas été élu pour subir le fonctionnement des assemblées. Moi, j'ai été élu pour le transformer. Non, mais moi, je le dis, j'ai été élu. On parle de démocratie. Les députés de La République En Marche n'ont pas été élus pour faire ce qui se faisait avant. On a été élus pour transformer le fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce qu'on a justement des citoyens qui veulent que le rôle du député change. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut évidemment trouver un bien meilleur équilibre. D'ailleurs, Emmanuel Macron le disait, il faut moins de projets de loi de la part du gouvernement. Après, on en a beaucoup au début, mais pourquoi on en a beaucoup en début de quinquennat? C'est logique. Et d'ailleurs, c'est une très bonne stratégie de la part du président de la République et du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions lancer tous les projets de loi qui sont structurants pour l'avenir de notre société au début, parce que ça nous permettra davantage de les évaluer et de pouvoir les modifier et les améliorer lors de la fin du quinquennat. Donc c'est très logique en termes de calendrier. On arrive aussi au terme de ce débat. Est-ce qu'il peut y avoir un point de compromis entre Assemblée nationale et Sénat sur les méthodes de travail, justement? On va le rechercher. Je ne vous garantis pas que nous y parviendrons, mais on va le rechercher. Maintenant, si vous pensez que la préoccupation principale de nos concitoyens, c'est le mode de fonctionnement de l'Assemblée et du Sénat, je pense que vous vous trompez. Ce que veulent les gens, c'est des lois efficaces. C'est pas ce que j'ai dit. C'est des lois. Non, mais vous dites que vous avez été élu pour transformer le fonctionnement. Moi, en tant que député, mais c'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité. Et je pense que ce qu'ils veulent, c'est effectivement des lois efficaces. Peut-être que les différents codes que nous votons ne s'empilent pas comme ça jusqu'à devenir complètement illisibles et indigestes pour tout le monde, même les spécialistes. Je pense que c'est une plus grande efficacité que les Français recherchent. Et donc, faisons en sorte, et je pense qu'il est possible d'améliorer le système, mais méfions-nous des fausses bonnes idées. Voilà, allons plus vite, allons plus vite. Moi, je crains qu'on... Soyons plus efficaces. Est-ce qu'il y aura un point de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la façon justement de légiférer? On voit déjà poindre quelques difficultés, quelques différences. Alors vous me posez une question très politique. En fait, attaquer les deux lectures, c'est quand même attaquer ce qui fait le fondement du rôle du Sénat. C'est-à-dire ce jeu de ping-pong, comme je disais tout à l'heure, qui permet au Sénat de mettre son empreinte, de mettre sa patte et d'avoir tout bêtement, et c'est très important pour le Sénat, pour le rôle du Sénat, d'avoir le temps de la réflexion. Donc priver le Sénat de ça, peut-être reculera-t-il sur ce point, mais ce sera à mon avis pour le Sénat, en tant qu'institution, plutôt une erreur. Alors, il y a un problème qui est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une durée normale pour adopter une loi, une bonne durée. Bon, si on dépose un projet de loi et qu'au bout d'un an, il n'a pas eu une première lecture, là, honnêtement, c'est qu'il n'était pas urgent. Il faut être clair là-dessus. Et malheureusement, c'est arrivé sous toutes les présidences antérieures. Hein. Bon, et ça arrivera peut-être sous l'actuelle, parce qu'on n'en est pas encore à un an. On n'est pas encore dans le rythme normal. On est encore dans le rythme du début de la présidence. Bon, mais après, est-ce qu'il est anormal qu'un projet de loi, j'allais dire, qui touche par exemple celui qui va aller discuter au mois de janvier sur la société de confiance, entre guillemets, parce que je trouve que c'est un titre très curieux. Mais enfin bon, j'ai un peu regardé. Est-ce qu'il serait anormal qu'un projet de ce type mette 3 à 4 mois à être adopté? À mon avis, non.
il ne peut pas être adopté en 2 mois. Ça me paraît impossible, parce qu'il touche à des quantités de choses, et il faut qu'il soit adopté, disons, avant la fin du printemps. Bon, voilà, c'est une durée. Il y aura entre 4 et 6 mois pour un projet de loi, entre guillemets, normal, avec les difficultés de le définir. Ça ne me paraît pas scandaleux. Pas comme Rupin, le mot de la fin avec vous, justement. Mais le problème, ce n'est pas la durée sur le nombre de mois pour qu'un projet de loi soit finalement voté. Encore une fois, je crois que c'est tout le temps qui est passé dans l'hémicycle avec énormément de parlementaires, et c'est normal qu'ils y sont parce que c'est leur première mission, en effet, avec des arguments qui reviennent, sans que ça fasse avancer le débat de manière efficace. Vous parliez d'efficacité, moi je suis entièrement d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir un Parlement davantage efficace. C'est sans aucun doute la demande de nos concitoyens. Il reste maintenant à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on rend le Parlement plus efficace. Eh bien, merci. Merci Pacôme Rupin, merci Didier Mauss, merci Philippe Dallier, merci Benjamin Morel d'être venu sur ce plateau. On va continuer les réactions politiques avec vous, Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec la sénatrice LR, Fabienne Keller. Fabienne Keller, alors quel regard portez-vous sur le début de la mandature Macron et notamment sur ses effets au Sénat? Alors la mandature a été dynamique. Un certain nombre de textes ont pu être adoptés. Je pense à la réforme du Code du travail, certes par ordonnance, mais qui ont été votés ici. Avec la ratification qui arrive en janvier d'ailleurs au Sénat. Voilà, donc un rythme de réforme, une réforme très attendue. Les lois concernant l'éducation nationale aussi, les nouvelles orientations. Alors sur les projets de loi de finances, c'est un peu plus décevant pour le Parlement, en tout cas pour le Sénat, qui n'a pas vraiment pu influer. Et puis surtout, un point d'inquiétude et de vigilance, les collectivités locales. On ne sait toujours pas exactement quelles seront les règles pour chacune d'entre elles. Et oui, il n'y a pas vraiment de dialogue sur les textes budgétaires. D'ailleurs, c'est ce qu'hier, Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget, a déploré. Il a dit qu'il y a des apports consensuels du Sénat. Il a parlé, par exemple, de la carte prépayée d'Airbnb, un sujet qui a été largement dans l'actualité, que voulait encadrer et supprimer le Sénat. Et puis, ça n'a pas fonctionné avec le gouvernement. Oui, c'est vraiment dommage sur ces cartes prépayées, parce que si Airbnb a renoncé, d'autres acteurs économiques peut-être le reprendront. Donc c'est un système de paiement qui échappe complètement à tout contrôle bancaire sur la légalité des fonds, sur la manière dont ils sont obtenus. Donc ça, c'est un point de vigilance. Mais en tant que Sénat, c'est surtout la question des collectivités. On a pu débattre sur un certain nombre de fonds de compensation, mais nous n'avons toujours pas les règles pour chaque commune, et elles sont inquiètes parce que, par exemple, le fonds sur la taxe professionnelle a finalement été réduit un peu à la dernière minute pour nourrir les dotations de solidarité urbaine. Mais il y a une règle globale de stabilité de ces dépenses. Mais chaque collectivité, chaque commune, chaque département aujourd'hui ne sait pas quelle sera sa DGF pour l'année prochaine. Et oui, donc ça reste le grand flou. Alors, en revanche, on devrait en savoir un peu plus sur la conclusion aujourd'hui des États généraux de l'alimentation qui se terminent. Oui. Donc, qu'est-ce que vous attendez comme annonce pour que, enfin, les producteurs deviennent gagnants dans tous ces rapports entre producteurs, transformateurs et distributeurs? Oui, c'est tout à fait l'enjeu, que les agriculteurs puissent être correctement rémunérés. Ils travaillent beaucoup, leurs revenus moyens sont faibles. Il y a une polémique depuis hier, puisque la présidente de la FNSEA a souligné que, alors même que ces débats se concluent, l'industrie a des exigences vis-à-vis des agriculteurs d'abaissement des prix. Oui, donc les rapports de force restent toujours les mêmes malgré cette phase de concertation. Oui, c'est une des difficultés, parce que légiférer dans ce domaine qui est très économique, en fait, ce sont les rapports entre les acteurs qui déterminent le prix final. Et c'est la question de la capacité de négocier des agriculteurs qui sont plus éclatés que les transformateurs eux-mêmes, plus éclaté que la grande distribution dont on connaît la grande concentration en France. Il y a un autre sujet lié à ces états généraux de l'alimentation, c'est la question de l'environnement, alors que notamment on entend la marche à suivre pour réduire les pesticides et puis sortir notamment du glyphosate comme l'a annoncé le président de la République dans 3 ans. Oui, les Français sont très sensibles, à juste titre, aux questions de santé, à la question de la qualité de leur alimentation, le choc du scandale de Lactalis qui s'aggrave, puisque depuis ce matin, on sait que tous les produits de l'usine de Mayenne sont retirés, crée un doute et donc un besoin de transparence. Je crois qu'on doit cette transparence.
une vigilance et puis des règles toujours plus précises pour assurer la sécurité de l'alimentation de chacun. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Tam pour cette nouvelle réaction en direct. L'audiovisuel public sous pression pour Emmanuel Macron, ce serait la honte de la République. Des petites phrases rapportées qui visent directement France Télévisions et Radio France. Déjà sous le coup de coupes budgétaires, le chef de l'État annonce vouloir une grande réflexion pour 2018. Jérôme Rabier. Pas question pour les patrons de l'audiovisuel public de parler de fusion, mais ils vont travailler à des coopérations sur 5 chantiers prioritaires après leur rencontre avec la ministre de la Culture et de la Communication, Françoise Nyssen. D'ici fin janvier, ils devront remettre leur copie sur ces chantiers que sont la reconquête du jeune public, les coopérations internationales, l'offre de proximité, une offre commune en ligne et des synergies sur les ressources. Des pistes d'économie bien éloignées d'un projet de fusion de l'ensemble du paysage audiovisuel public français sur le modèle de la BBC en Angleterre et qui est souvent cité en exemple. Mais beaucoup de salariés redoutent un projet plus vaste, comme peuvent le laisser penser les propos d'Emmanuel Macron sur le sujet. Et notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré dans sa géographie, avec un grand système de radio, un grand système de télévision, qui certes se sont mis au digital, mais il s'est structuré dans son architecture un peu sur le monde d'avant. Le mode de désignation des PDG par le CSA est lui aussi sur la sellette. Le sénateur La République En Marche, André Gattolin, a déposé la semaine dernière une proposition de loi pour confier ce pouvoir au conseil d'administration des groupes concernés. Prévue pour 2018, la grande réforme de l'audiovisuel public promet des débats animés. Alors quel avenir pour l'audiovisuel public? Pour en parler, François Jost, professeur en sciences de l'information et de la communication, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. François Jost, bonjour. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'un chef de l'État veut modifier l'audiovisuel public. Pourtant, les attaques sont d'une rare violence. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'état de l'audiovisuel public en France, selon vous? Je crois qu'il y a deux choses. Bon, le mot honte qu'on rapporte pour le président de la République est quand même très, très dur. Le problème, c'est qu'il vise plusieurs choses dedans. Il vise à la fois la gouvernance, il vise les structures qui ne sont pas nouvelles, je veux dire, qui ont déjà pas mal d'années, et puis il vise aussi les programmes. Alors je crois qu'on peut différencier les deux. Pour ce qui concerne les programmes, je trouve que le mot honte est tout à fait excessif. Pour la gouvernance, c'est un autre problème et évidemment c'est là-dessus qu'il veut agir aussi. Ouais, justement sur cette gouvernance, et c'était rappelé dans le reportage de Jérôme Rabier, il y a ici une proposition de loi du sénateur En Marche André Gattolin pour justement modifier le mode de désignation des PDG de l'audiovisuel public. Est-ce que vous êtes favorable à ce que ce ne soit plus le CSA mais les conseils d'administration des entreprises privées? Oui, l'intention c'est qu'effectivement on fasse attention à ce que ce ne soit pas seulement politique, mais que l'on prenne des gens qui sont du métier de l'audiovisuel, connaissent le métier de l'audiovisuel. Ça en soi, c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est quand même un aspect mineur par rapport au vrai problème de structure du service public. Et pour moi, si vous voulez, le vrai problème, puisque le président Macron parle de chantier, et je crois qu'il a tout à fait raison de mettre en chantier un certain nombre de choses, le vrai chantier, c'est déjà de savoir exactement ce qu'est le service public et sur quoi on s'entend. Ce qu'on sait, c'est que depuis 50 ou 60 ans, la formule clé, c'est cultiver, informer, distraire. Alors, ce qui m'inquiète un tout petit peu dans les propos qui ont été tenus, notamment par le président de la République et notamment dans son interview à France 2, c'est qu'il considère que finalement, le service public, ça serait plutôt éduquer. Et ce n'est plus le mot cultiver qu'il a employé, c'est le mot éduquer ou le mot formation qu'il a employé aussi face à Laurent Delahousse. C'est quand même un changement, c'est-à-dire que cultiver, c'est quelque chose qu'on se fait soi-même, qui est laissé à chacun. Éduquer, ça veut dire qu'il y aurait une mission un peu verticale du service public. Et en cela, je trouve que c'est un peu contradictoire avec la situation actuelle où les jeunes, justement, arrivent par des voies diverses, plus horizontales, et ne veulent plus se faire délivrer un message absolument vertical. Comment on mesure un service public de qualité? Ça ne tient pas qu'à l'audience, j'imagine. Alors, l'autre question fondamentale, c'est effectivement la qualité et l'audience. Le service public est pris pour l'instant dans une sorte d'étau où il ne sait plus
tout à fait ce qu'il faut faire. On a supprimé la publicité en 2009 pour justement que l'audience soit moins pesante, moins forte. Et aujourd'hui, finalement, à chaque fois qu'on fait une émission, on regarde si elle a fait de l'audience. Alors je crois que là, il faudrait être beaucoup plus clair sur ce qu'on attend du service public, prendre en compte très fortement la qualité. Parce que si une émission fait peu d'audience, mais qu'elle plaît beaucoup, qu'elle est très bonne, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Le sénateur André Gattolin a dit ce matin sur Europe 1 que finalement le service public ne devait pas s'adresser à tous les publics, que certains publics devaient être visés plutôt par les chaînes privées que par le service public. Moi, je pense que c'est très dangereux. Je pense qu'il faut rappeler que le service public, c'est 3 missions et que divertir n'est pas une insulte. C'est-à-dire que pour l'instant, il semble que ce soit un petit peu écarté. Mais, alors notamment, il a été dit ce matin par le sénateur qu'il y avait des tunnels de jeu. Mais les jeux ne se valent pas tous. Et il faut quand même se rappeler que le jeu, c'est une activité fondamentale de l'être humain et même du chat. Moi, quand mon chat ne joue pas, il devient très nerveux. Donc, c'est une activité humaine et il ne faut pas, je veux dire, les jeux comme, par exemple, N'oubliez pas les paroles de Nagui, n'est pas la même chose qu'un jeu où on va parfois diminuer les gens. Je pense à des émissions comme sur TF1, comme 4 mariages et une lune de miel. C'est des jeux où l'on rit de voir des gens bâchés, d'une certaine façon. Donc, c'est pas la même chose. Et je pense que, question pour un champion ou d'autres, sont des jeux tout à fait honorables qui ont leur place, toute leur place sur le service public. Vous avez évoqué la question de la suppression de la publicité depuis 2009. Est-ce qu'il faut revenir justement sur ces questions de financement? Certains évoquent une redevance universelle. Le député Franck Riester estime qu'il faut à un service public, eh bien, un financement public et réserver le financement privé au secteur privé. Alors, moi je pense que la question de la redevance qui fait toujours peur, évidemment, aux politiques, elle est quand même intéressante parce qu'on n'a pas la redevance la plus chère du monde. Maintenant, c'est vrai que la question de la publicité, l'un des problèmes, si vous voulez, de structure du service public, c'est qu'on navigue un peu à vue et que chaque président de chaîne a apporté, parfois d'ailleurs à son insu, parce que c'est pas un président de chaîne qui a décidé la suppression de la publicité, mais on en paye aujourd'hui évidemment le prix, c'est-à-dire que le service public s'est appauvri à ne plus avoir de publicité et pourtant il reste malgré tout dans cette logique d'audience à essayer de faire le plus d'audience possible. Donc on a perdu d'un côté et on n'a absolument pas gagné de l'autre. D'autant qu'on lui demande de faire des économies, notamment à France Télévisions, c'est que Delphine Ernotte doit présenter un budget avec 50 millions d'euros en moins. Alors, c'est vrai que 50 millions en moins, ça ne semble pas si considérable par rapport aux 2 milliards d'ensemble. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être dans les structures que les vraies économies doivent être faites. Ce qui pose un problème, c'est qu'aussitôt, on dise que c'est l'information qui va en pâtir, alors qu'il y a sans doute des fonctions qui se redoublent, mais qu'il est plus difficile de les attaquer, parce que je pense que les syndicats veillent aussi à l'intégrité de leurs services. Vous parlez souvent de la structure. Est-ce qu'il faut aller vers une BBC à la française, qui est un regroupement justement de la télévision et de la radio publique? Alors, moi, si vous voulez, je suis un tout petit peu sceptique par rapport à ça, parce que... C'est un retour à l'ORTF, quelque part? Voilà, c'est un peu le retour à l'ORTF. Même avant, il y avait encore une télévision où on ne savait pas si les projets pouvaient être aussi bien pour la radio que pour la télé. Donc c'est un retour. On trouvait que l'ORTF était quelque chose de très lourd et qui ne permettait pas d'avancer, d'être autonome, etc. Est-ce que refaire ça, moi je pense que c'est difficile venant de l'université. Dans l'université, on a vécu la même chose, c'est-à-dire remettre les universités ensemble pour faire une énorme université. Et je sais les problèmes que ça pose de concurrence, de chasse gardée, de tout ce qu'on veut, qui font que ça n'est pas facile. Et je pense que je souhaite bien du plaisir à ceux qui voudront refaire un seul service public. On parlait des programmes jeunesse et de ce défi qu'attend l'audiovisuel public avec la multiplication des supports. Comment on peut intéresser justement les jeunes ?
Alors je crois qu'une chose importante, c'est que la télévision intéresse moins les jeunes qu'avant, ça c'est clair. Mais il faut les faire venir par d'autres portes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a Internet, on a les smartphones, on a le téléviseur. Le téléviseur n'est plus la seule entrée possible. Mais il faut arriver à faire ce qu'a fait assez bien, je crois, pour l'instant, France TV Info, qui utilise des moyens divers et venus de différents lieux pour faire circuler, si vous voulez, les jeunes sur tous ces médias, où chacun en fait est libre un peu de son parcours. C'est-à-dire qu'on peut commencer quelque chose, voir une information sur Internet et vouloir des images et continuer sur les images, ou au contraire venir par la radio. Je pense que demain, de plus en plus, c'est le parcours qui sera autonome. Eh bien, merci beaucoup François Jost d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes également directeur de la revue Télévision, auteur de nombreux livres, dont Pour une télévision publique de qualité, publié en 2014, et La méchanceté en acte à l'ère numérique. C'est votre ouvrage qui sera publié en janvier 2018. Merci beaucoup François Jost. Après 5 mois de travaux, les États généraux de l'alimentation s'achèvent aujourd'hui. Un projet de loi doit être voté courant 2018, dans lequel devrait figurer la mise en place d'un seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires, mais aussi une nouvelle disposition sur les promotions dans les grandes surfaces. Objectif, mettre un terme à la crise agricole. Avant d'en parler avec mes invités, reportage de Cécile Sixou. Limiter la guerre des prix, mieux rémunérer les agriculteurs et encourager la transition écologique. Voilà les objectifs fixés en juillet dernier au moment de l'ouverture des États généraux de l'alimentation. 5 mois plus tard, 2 grandes mesures devraient ressortir des discussions. La première qui vise à soutenir les producteurs compte relever de 10% le seuil de revente à perte sur les produits alimentaires. Concrètement, aujourd'hui, un yaourt acheté 1 € le kilo par la grande distribution ne peut pas être revendu à moins d'1 €. Avec ce seuil, il ne pourra pas être revendu à moins d'1,10 €. Une proposition dénoncée par les associations de consommateurs. On va augmenter de 10% certains produits qui vont être payés plus cher par les consommateurs. Et en promettant que, miraculeusement, cet argent pris sur le dos des consommateurs, eh bien, il descendrait d'une part vers l'industrie agroalimentaire et ensuite que l'industrie agroalimentaire redonnerait cet argent aux agriculteurs. Par quel miracle? On ne sait pas, il n'y a pas d'outils. Autre mesure, mettre en place une nouvelle législation sur les promotions. Elles seront encadrées. C'est tel volume. C'est-à-dire encadré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas plus de 30%. C'est-à-dire 3 achetés, 1 gratuit, oui, mais 1 acheté, 1 gratuit, non. Ah, donc c'est un encadrement sur le volume et un encadrement sur le niveau de baisse du prix. C'est pas normal de faire moins 70% sur un produit. Enfin, le gouvernement compte aussi imposer 50% de produits bio et locaux en restauration collective et étendre le délit de maltraitance animale aux abattoirs. Pour faire passer ces réformes, Emmanuel Macron pourrait une nouvelle fois avoir recours aux ordonnances. Une loi d'habilitation pourrait être votée dès la fin du mois de janvier. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Schwab. Bonjour, vous êtes ingénieure agronome, docteur en sciences politiques. Vous êtes chercheuse à l'IDRIS et l'Institut du développement durable et des relations internationales. J'accueille également sur ce plateau Nicolas Giraud. Bonjour, vous êtes le secrétaire national de la Confédération paysanne. Et avec nous sur ce plateau, à l'occasion de la clôture des États généraux de l'alimentation, 2 sénateurs. Joël Labbé, vous êtes sénateur rattaché au groupe RDSE du Morbihan. Et j'accueille Jean Bizet, vous êtes sénateur des Républicains de la Manche, vous êtes le président ici de la Commission des Affaires européennes. Merci à tous les 4. Quel regard portez-vous, première question pour vous, sur ces États généraux de l'alimentation qui s'achèvent aujourd'hui? Marie-Hélène Schwab. Alors, tout d'abord, c'était un processus vraiment important et intéressant, et c'était très important de discuter de ces sujets-là, de s'éloigner un petit peu du paradigme productiviste qui avait été porté très longtemps, pendant plusieurs décennies, et de parler plutôt de production de qualité et d'alimentation, et de reconnecter justement l'alimentation avec la transition agroécologique dans les filières. Nicolas Giraud, la méthode était bonne Oui, nous a semblé que la méthode était plutôt bonne. On était un petit peu dubitatif au début, mais on a remarqué que dans les ateliers, la parole était relativement libre, les gens ont pu s'exprimer. Et puis c'était quand même un processus intéressant du fait d'arriver à remettre tout le monde autour de la table, que tout le monde puisse se parler, du consommateur au producteur, distributeur et transformateur compris. Donc après, c'était plutôt intéressant. Ouais. Joël Labbé, même regard sur ces États généraux de l'alimentation? Oui, tout à fait. Le principe est une bonne chose, mettre tout le monde autour de la table en ce moment où le secteur agricole va mal.
Jean Bizet, est-ce que vous avez... Écoutez, moi je tiens à saluer le travail qui a été celui de tous les acteurs sous l'autorité du ministre de l'Agriculture. Ceci étant, si des bonnes bases ont été posées, tout reste à faire, si vous voulez. Parce que vous me pardonnerez, mais je reste assez dubitatif en ce qui concerne la signature de la grande distribution. On les a déjà vus à l'œuvre en la matière. Et puis, beaucoup de déclinaisons sont d'origine, je dirais, communautaire. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Alors justement, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, Marine Schwab, on a vu aujourd'hui qu'une des pistes qui va certainement être confirmée tout à l'heure par le Premier ministre Édouard Philippe, c'est d'imposer à la grande distribution un seuil de revente à perte de 10% sur les denrées alimentaires. Pardon, est-ce qu'on peut forcer justement la grande distribution à appliquer ce seuil de revente à perte? Alors le seuil de revente à perte, c'est pas un coût minimal de vente, c'est-à-dire que la grande distribution va devoir vendre les produits qu'elle a achetés au moins 10% plus cher qu'elle les a achetés, mais après ça n'impose pas du tout un prix minimum. Donc le seuil de revente à perte, le relever, c'est une bonne chose qui impacte la marge des distributeurs, mais plutôt de manière positive. Donc il n'y a absolument aucune raison pour que cet aspect contraignant de la loi impacte négativement les distributeurs. Ça permettra aux agriculteurs d'être rémunérés à un prix juste, cette mesure, Nicolas Giraud? Nous, on n'en est pas forcément convaincus. Dès le début, cette mesure, elle est sortie dès le début des États généraux. On ne savait pas si elle allait aboutir ou non. Nous, il nous semble que l'augmentation du seuil de revente à perte, c'est pas forcément que ça va redescendre aux producteurs. Il y a besoin de transparence. Ça peut être un bien dans l'apaisement des relations commerciales, j'allais dire. On peut arriver à se retrouver avec des relations plus apaisées entre la transformation et la grande distribution. Mais de là à ce que ça redescende en termes sonnantes et trébuchantes chez le producteur, ça nous paraît un petit peu illusoire. Si il suffisait d'augmenter les marges du maillon transformation ou distribution pour que ça redescende aux producteurs, on le saurait depuis un moment, il me semble. Jean Bizet. Écoutez, moi, deux préalables malgré tout à tout cela, parce que sur le papier, c'est bien. Ceci étant, il ne faut pas perdre de vue que la politique de l'autorité de la concurrence est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc, il faut revisiter tout cela au niveau communautaire. C'est ce qu'a fait d'ailleurs je dirais Michel Dantin, au travers de certaines modifications. Donc il faudra que ce soit complètement, je dirais, cadré. Et puis la deuxième chose, il faut que l'Observatoire des marges et des prix, qui est la structure présidée par le professeur Chalmin, produise un certain nombre de références, si vous voulez. C'est là où la mise en œuvre, ce sera peut-être un petit peu plus délicat, mais on ne peut que se réjouir, moi je le dis très clairement. Je l'ai bien. On est dans l'affichage aujourd'hui avec cette mesure, ou est-ce que ça va réellement profiter aux agriculteurs? La situation est telle que je crois que je suis convaincu que ça va au-delà de l'affichage. Maintenant, reste à savoir comment va se faire comment ça va pouvoir être appliqué. Donc il y a le fait de l'inversion justement de la construction des prix qui vont partir des prix de la production. Contrairement à ce qui se passait jusque-là où c'est la contractualisation partait des acheteurs. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Reste à faire en sorte qu'il soit mis en place, qu'il fonctionne bien et dans l'intérêt des producteurs, évidemment. Marine Schwab, est-ce qu'aujourd'hui il y a des contraintes justement européennes qui ont été peut-être un peu rapidement mises de côté? Voilà, en fait c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce que la loi propose apparemment, c'est relever le seuil de vente à perte. Donc uniquement faire augmenter la marge des distributeurs. Je souscris à ce qu'a dit M. Giraud, c'est pas pour autant que ça va se répercuter sur les producteurs. Après, début novembre, on a eu 18 organismes qui ont signé une charte d'engagement pour mieux répartir la valeur ajoutée au sein de la filière. C'est une marque forte. On a l'institution, l'organisme de formation, l'Observatoire de formation des prix et des marges aussi, qui est là pour assurer la transparence sur la répartition de cette valeur ajoutée au sein de la filière. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les coûts de production aujourd'hui, ils sont indexés sur les coûts de production du marché unique et aussi du marché international. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les agriculteurs, une bonne partie nourrissent les industries de transformation, donc produisent des matériaux agricoles très commodifiés, de la farine, du lait, pour produire après toutes sortes de produits transformés. Et en fait, peu importe ou non si ce marché-là est connecté au marché international, les prix à la production sont indexés sur les prix internationaux. Donc c'est ça un vrai problème. Effectivement, il faut faire le lien entre politique de la concurrence et politique commerciale qui sont édictées, comme l'a dit monsieur, au niveau européen. Écoutez, moi je voulais rappeler, si vous voulez, que le Sénat, au travers d'un certain nombre de rapports,
commis près de la Commission des affaires européennes avait soulevé le problème il y a déjà 4 ou 5 ans, parce que depuis le traité de Rome en 1957, on avait, pour permettre, je dirais, un prix modéré du panier de la ménagère, permis aux acheteurs, si vous voulez, tout doucement la grande distribution, de se regrouper, et interdit aux agriculteurs, par contre, de le faire. Résultat, au bout de 60 ans, 50 ans, on a vu le paysage, 4 centrales d'achat, et une multitude d'agriculteurs qui, lorsqu'ils n'étaient pas en coopérative, n'avaient pas le droit de se regrouper. Alors, il y a eu je dirais des avancées au travers de la création des organisations de producteurs. Là, l'accent a été mis pour qu'ils se renforcent. Mais moi, je le dis et le répète, aux agriculteurs de s'emparer de la possibilité qui leur est offerte aujourd'hui de se regrouper jusqu'à la mise en marché. Et là, il y a eu des avancées très récentes au niveau du Parlement européen, au niveau de la Commission, et je salue le travail qui a été celui de Phil Hogan au travers de la Task Force. Et encore une fois, c'est la Commission des affaires économiques et la Commission des affaires européennes qui a bousculé le commissaire pour avoir justement cette évolution en la matière. Mais tout doucement se met en place. Mais j'avoue que le professeur Chalmin, au travers de l'Observatoire, et puis les règles au niveau communautaire doivent maintenant orchestrer tout ça. Alors, avant de poursuivre ce débat, je vous propose de réécouter Emmanuel Macron. C'était au mois d'octobre de cette année. Il présentait les objectifs de ces États généraux de l'alimentation. On écoute le chef de l'État. Je souhaite que nous puissions acter, à la lumière de vos travaux, quelques décisions concrètes. La première, c'est la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Nicolas Giraud, on voit bien que le gouvernement veut modifier le code rural pour inclure désormais un renversement de la contractualisation. C'était évoqué par Emmanuel Macron. Ça va permettre finalement de renforcer la position des agriculteurs ? Nous, il nous semble, en tout cas, c'était une demande forte de la Confédération paysanne avant ces États généraux, de dire qu'il fallait une loi dans laquelle on inscrirait quelque part l'interdiction de la vente à perte. Et c'est un peu ce qui est dit ici. Si on arrive à renverser la construction des contrats et y inclure nos coûts de revient, c'est-à-dire les coûts de production et également la rémunération du travail paysan, ce sera une sacrée avancée qui permettra aux paysans d'être rémunérés à hauteur de leur travail. Ensuite, par contre, cette contractualisation, il faut qu'elle arrive à être effective. On sait qu'en face de nous, qu'on soit paysan seul ou regroupé en OP, je suis assez d'accord avec vous, on sera toujours plus fort collectivement que tout seul. Moi, je viens d'une région, je suis paysan en lait à compter. L'aspect coopératif, on sait ce que ça veut dire et ce que ça peut apporter. Par contre, se regrouper en organisation de producteurs et n'avoir en face qu'un géant de l'industriel, on aura beau être hyper bien organisé, il va falloir batailler et faire, mais c'est pas dit que ça avance beaucoup. Donc d'où nous un petit peu ce qu'on pointait du doigt et ce qui sort pas tellement a priori dans cet avant-projet de loi, c'est un arbitrage public ou un renforcement du médiateur des contrats qui pour l'instant n'est pas vraiment acté et qui ne nous satisfait pas vraiment parce qu'il nous semblait que de redonner du poids soit à un arbitrage public avec possibilité de sanctions ou possibilité de nommer l'un ou l'autre des maillons de la filière qui ne jouaient pas le jeu de la contractualisation ou des prix, ça aurait pu être une avancée qui permettrait d'apaiser aussi ces relations commerciales. Joël Labbé. Il y a un autre aspect à développer à mon sens, donc ça c'est la deuxième partie des États généraux, à savoir éviter ce grand système de la grande distribution. Et là, par la relocalisation de l'alimentation, il y a un champ énorme à développer, et là, dans l'intérêt des producteurs, évidemment au départ, mais de l'environnement, de la biodiversité, des consommateurs, du climat également. Donc cet aspect-là, on en parlera sans doute tout à l'heure. La deuxième partie, là, évidemment, on reste sur notre fin, tout est à construire, et là, une volonté politique forte doit accompagner ce mouvement qui est demandé par une partie importante des producteurs et puis demandé par nos concitoyens. Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants selon vous, puisqu'on n'a pas parlé non plus du consommateur? Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses des prix, Marianne Schwab? Par rapport aux hausses des prix, je pense qu'il faut les replacer dans leur contexte. Aujourd'hui, les dépenses des ménages pour l'alimentation, c'est entre 12 et 15%. Alors que les dépenses pour le logement ont augmenté jusqu'à 27%. Et aujourd'hui, les dépenses pour le logement, de loin, constituent le poste de dépense premier des ménages. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est le fait de relever le seuil de vente à perte. Les
tous les produits alimentaires n'étaient pas vendus à perte en grande surface. Donc cet impact, il va probablement être sur un nombre limité de produits. Mais même l'Observatoire de formation des prix et des marges a fait une étude selon laquelle, même si on augmentait de 10% le prix de tous les produits agroalimentaires, ça aurait un impact de 2,5% sur les dépenses agroalimentaires des ménages et de 0,5% sur les dépenses totales des ménages. Donc l'impact pour le consommateur est quand même relativement faible. On peut être sûr de ça. Jean Bizet, il y a aussi la question des promotions qui vont être davantage encadrées dans la grande distribution. Est-ce que vous pensez que, justement, et vous le disiez, la grande distribution va être d'accord avec ça ? Écoutez, moi par expérience, ayant vu quelques lois passer déjà dans cette maison depuis un certain nombre d'années, on a vu la dernière entre autres, la loi LME, on sait très bien que le lendemain matin, la grande distribution trouve une parade pour tout cela. Mais encore une fois, je ne veux pas minimiser ni le travail qui a été fait, ni les résultats obtenus. Sauf que, si vous voulez, quand on entend le président de la République dire qu'il faut rebâtir le prix à partir du coût de production, chacun sait qu'il y a des agriculteurs plus performants les uns que les autres. Et il y a des écarts, quelquefois, de productivité qui vont d'un coefficient de 1 jusqu'à 20, si vous voulez. Donc, là encore, je reviens sur l'énorme travail de l'Observatoire qui devra élaborer, en principe, si je puis dire, des moyennes. Voilà. Mais encore une fois, ça va dans le bon sens. Ceci dit, il y a des déclinaisons et des paramètres qu'il faudra intégrer parce que nous sommes dans un marché unique avec d'autres États membres et des pays tiers. Et donc, le principe de réciprocité pour les pays tiers devra s'appliquer, je dirais, très fermement. Les surtranspositions de directives, parce qu'il y a les coûts de production, mais il y a toutes les externalités. Et on voit très bien, si vous voulez, que le marché unique, qui est un des marqueurs ADN de l'Union, devra être appréhendé également au travers de tout ça. Nicolas Giraud, je reviens à la question des promotions. Ça sera terminé, un produit acheté, un gratuit. Est-ce que vous pensez que la grande distribution peut jouer le jeu, justement ? J'espère qu'ils vont jouer le jeu, surtout que si l'augmentation du seuil de revente à perte, c'est quand même pour eux. Donc, moi, il me semble que dans cet avant-projet de loi, une partie augmentation du seuil de revente à perte, une partie limitation des promotions et la transformation et la grande distribution ont leur partie du gâteau. S'ils ne jouent pas le jeu ce coup-là, ça me paraît un peu vraiment limite. Mais après, il faut vraiment que aussi la partie production qui a été mise en avant dans ces états généraux, c'est le maillon le plus faiblement rémunéré depuis bien longtemps. Il faut vraiment qu'il y ait un retour sonnant et trébuchant pour les acteurs, pour les paysans, les paysannes, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin-là. Et je reviens sur ce que vous disiez sur la faible augmentation des prix à la consommation avec ce SRP, nous, il nous semble aussi que ça peut être relativement faible, mais par contre, quelle qu'elle soit, pour qu'elle soit acceptée par le consommateur, il faudra, comme le disait Joël Labbé, qu'il y ait en même temps une montée en gamme générale de ce que nous, paysans, on peut proposer aux consommateurs. Oui. C'est vrai que c'était un autre volet de ces états généraux de l'alimentation, et vous le rappeliez, Joël Labbé, ouvrir des pistes pour assurer cette transition écologique de l'agriculture qui est aujourd'hui demandée par la société civile. Alors là, est-ce qu'on a des résultats à l'issue de ces états généraux ? Alors je crois qu'on est en attente, puisque la deuxième partie, si les débats ont été intéressants, on reste quelque part sur la fin. Il y a des annonces, donc les 50% de bio, haute qualité et local, mais sans qu'il y ait de pourcentage. Donc là, on est dans le vœu pieux. Donc je sais qu'il va y avoir de la législation qui va arriver là-dessus. On va débattre. Des débats qui sont compliqués, je ne comprends pas d'ailleurs que ça soit si compliqué au Sénat, mais on va remettre le couvert et je pense que les mentalités auront évolué et on saura mieux écouter nos populations pour connaître véritablement leurs aspirations. Et c'est à ce moment-là, grâce à la loi, où on pourra accélérer ce mouvement, et je le répète, là c'est dans l'intérêt de tout le monde et il s'agit aussi de la réhabilitation, de la valeur de l'alimentation, la relocalisation. Alors effectivement, il y a les grands mouvements planétaires, mais à côté de cela, si territoire par territoire, pays par pays, on ne réfléchit pas, souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, on aura tout faux. Il ne faut pas oublier que dans ce domaine aussi, on est en situation d'urgence et l'agriculture agrochimique a sa part de responsabilité là-dedans. Il en va aussi de la sécurité alimentaire, Jean Bizet. On voit aujourd'hui le cas de Lactalis en Mayenne. Oui, mais si vous voulez, il n'y a pas de
d'atermoiement à avoir sur le dossier Lactalis, puisqu'on est dans la pleine application, je dirais, équilibrée du principe de précaution, hein, donc dans sa vocation première. Bon, moi, je serais plus réservé, Monsieur Labbé, mon collègue ne sera pas surpris en ce qui concerne la vocation ou la version écologique de l'agriculture. Pour la bonne raison, c'est que l'agriculture a toujours fait, quelles que soient les modalités, que ce soit l'agriculture, je dirais, paysanne, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée, a toujours produit des biens de consommation de grande qualité sanitaire. Bon, ceci étant, il y a une demande sociétale très forte en matière de bio. Je crois on l'entend, il ne faut pas être ni sourd ni aveugle. Il faut également faire comprendre à nos consommateurs, à nos concitoyens, que si au lendemain de la guerre, on a mis l'accent sur le fait qu'il fallait nourrir les Françaises et les Français, 50 ans après, les aspirations sociétales ont changé. Les gens veulent plus de naturel, moins de ceci, moins d'intrants, moins d'externalités, d'intrants ou de phytosanitaires. On a créé des agences, on a fait, un certain nombre de progrès. Moi, si on veut aller plus loin, d'accord, mais ça a un prix. La nourriture a un prix. Et deuxièmement, ces sauts, si je puis dire, sociétaux, méritent un engagement, et moi ça fait des années que je le dis, en matière de recherche et développement qui doit être celui de l'Institut national de la recherche agronomique, qui, depuis un certain nombre d'années, s'est davantage penché sur les sciences molles que sur les autres, et que si on veut demain que l'agriculture ait moins d'intrants et moins de phyto, etc., il faudra sortir par le haut au travers, si je puis dire, de davantage d'investissements en matière de recherche. Peut-être la réponse de l'ingénieur agronome que vous êtes, Marie-Anne Schob. Nous, on travaille effectivement énormément avec des instituts comme l'INRA et le pôle de recherche pour des pratiques agroécologiques, c'est vraiment développé à l'INRA. Et le pôle que vous mentionnez de sciences molles, donc les aspects sociologiques de la transformation agricole, pour moi, ils sont absolument déterminants parce que comment on passe, techniquement, on sait en fait comment on passe d'un modèle d'agriculture intensive à un système agroécologique avec des rotations, etc. On le sait. Et il y a les agriculteurs biologiques le font. Alors maintenant, il y a besoin de recherche sociologique de sciences molles justement pour savoir comment est-ce qu'on étend ce modèle et comment est-ce que les personnes qui s'engagent dans cette transformation ne soient pas des perdants de cette transformation. Pour moi, ça me paraît tout à fait fondamental de faire ce genre de recherche. Alors tout à l'heure, on a écouté Emmanuel Macron au lancement de ces États généraux de l'alimentation. Je vous propose d'écouter Stéphane Travert, c'est le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture aujourd'hui, qui s'exprimait pour la clôture de ces États généraux. Et je mesure combien les attentes sont fortes. La clôture du premier chantier a pu nous en donner une idée avec l'urgence pour les exploitants agricoles de retrouver des prix justes, susceptibles de mieux rémunérer. Et je voudrais reprendre une formule qui leur est chère, qu'il nous cite souvent, c'est comment faire revenir du prix dans les cours de ferme. Comment faire revenir du prix dans les cours de ferme, Nicolas Giraud? On a trouvé la bonne solution cette fois, la crise agricole est derrière nous? Je ne sais pas si la crise agricole est derrière nous. L'histoire du prix, on voit bien qu'elle est centrale et on commence à mettre le doigt dessus avec la mauvaise répartition de ses marges, le manque de transparence de certains acteurs de la filière. Et là, il va falloir vraiment travailler d'arrache-pied parce que c'est des choses qui sont encore difficiles à entendre pour certains maillons. Mais en plus, j'allais dire, au-delà du prix, il y a aussi le problème de reconnaissance et puis de sens du métier de paysan. Aujourd'hui, vous disiez que l'agriculture française produit des produits de qualité, mais je veux dire, il y a quand même des scandales sanitaires qui apparaissent, il y a quand même des doutes d'une partie de la population sur comment est-ce qu'on les nourrit, quel est notre lien à l'environnement, et ça, on peut pas en douter, et nous, en tant que paysans, en tant qu'éleveurs, on reçoit ça, et quelquefois, c'est compliqué, parce que les paysans sont remis en cause dans leurs pratiques, et ces pratiques-là, on les a incités par différentes politiques agricoles. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait par une autre politique agricole, leur permettre, et d'un, de retrouver du prix, et deux, de retrouver de la reconnaissance, du sens dans leur métier, des valeurs qui leur permettent de s'épanouir dans leur travail. Joël Labbé, il y a un problème de confiance aujourd'hui aussi de la part des consommateurs? Oui, absolument. Et la confiance se retrouve renouvelée lorsqu'on est en proximité, lorsqu'il y a une véritable traçabilité. Alors justement, le développement de l'agriculture bio, vous l'évoquiez tout à l'heure, il est indéniable et il s'accélère.
et la volonté du monde agricole d'y aller, se rendant compte qu'à tout point de vue, ce sera beaucoup plus intéressant pour eux, mais ça suppose qu'il y ait véritablement un soutien public et une volonté politique forte, et en intégrant, alors le président de la République l'a évoqué dans son discours de Rungis, la question d'aide au respect de l'environnement et justement de biodiversité, environnement, santé publique. Donc un paiement pour ces services-là à l'environnement, à la société. Donc ça, c'est attendu évidemment parce qu'il le faudra. Parce que lorsque l'on calcule les prix de l'agriculture productiviste, les externalités négatives sont extrêmement lourdes. Un chiffre pour ce qui est de la réhabilitation de la qualité de l'eau, seulement les nitrates et pesticides d'origine agricole, c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros par an qui coûtent à la société. Donc si une partie de cet argent était injecté en amont pour éviter qu'on ait ces externalités négatives, ce ne serait que positif. Et on doit accélérer ces choses. Jean Bizet. Écoutez, moi je voudrais quand même rétablir un certain nombre de choses. Les accidents sanitaires, à partir du moment où on travaille, où vous travaillez sur du vivant, il y en a et il y en aura. Simplement, il faut juger sur la façon dont c'est géré. S'il y a tromperie du consommateur, elle doit être sévèrement sanctionnée. S'il y a des accidents, le principe de précaution, la marche en avant, la traçabilité est là pour rassurer les consommateurs. Donc, moi j'estime que l'agriculture française est une des plus sûres du monde. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais je le répète, ces états généraux de l'alimentation ont posé les bonnes bases. Ceci dit, l'écart de productivité, l'écart de compétitivité entre agriculteurs existera toujours. C'est pour ça que moi j'ai toujours été l'adepte d'une agriculture plurielle. Il y en a qui trouveront beaucoup plus d'abord leurs revenus dans les circuits courts, dans, je dirais, dans les ceintures vertes des villes. Il y en a qui pourront mieux s'exprimer dans d'autres formes d'agriculture. Et il ne faut surtout pas, parce que c'est très spécifique à la France, qu'on oppose ces modèles agricoles. On n'a pas ça dans les autres États membres. Et pourtant, on a appris bien que Nicolas Hulot n'est pas venu, le ministre de la Transition écologique, à ces états généraux qui se terminent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marine Chauve ? Le problème, en fait, je voudrais remonter sur ce qui vient d'être dit. Le problème d'encourager tous les modèles agricoles, c'est qu'on a une dualisation très forte entre des modèles d'agriculture plutôt de type agro-industriel qui vont nourrir des industries de la transformation pour des produits très transformés, des plats préparés par exemple, et un modèle d'une agriculture très qualitative, en circuit court, avec des AOC, de l'agriculture biologique, etc. Et en fait, à encourager tous ces modèles, on fait que, de fait, on a vu se développe un modèle dominant. Et le modèle dominant, c'est le modèle de l'agro-industrie. Parce que si on n'encourage pas la transition vers des modèles plus agroécologiques, ça n'arrivera pas. C'est très bien de dire qu'on est pour tous les modèles. Et effectivement, les modèles ont... Cette question n'a pas été suffisamment prise en compte lors de ces états généraux de l'alimentation, selon vous, Marianne Schwab. Il y a la question de quel modèle, finalement, quel modèle d'agriculture? Alors, par exemple, l'atelier 11 sur la transition agroécologique et solidaire, la feuille de route qui a été issue de cet atelier semble marquer la volonté du gouvernement de poursuivre la transition agroécologique qui avait été l'engagement du précédent gouvernement. Donc, il y a cette volonté qui semble là. Après, il faut plus qu'une bonne volonté pour faire ça. Il faut, comme vous l'avez dit, soutenir la filière, soutenir la reconversion de ceux qui peuvent et accompagner ceux qui ne peuvent pas se convertir vers d'autres Nicolas Giraud et ensuite Jean Bizet, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. On est passé à côté de cette question de quel modèle agricole selon vous? Un petit peu, oui. Un petit peu à jamais vouloir opposer les modèles et à dire qu'ils peuvent cohabiter. On passe un petit peu à côté de ça parce que nous, on ne croit pas qu'ils puissent cohabiter, en tout cas dans l'état actuel des choses, des politiques, notamment de la PAC. Une PAC qui va majoritairement aux hectares, au volume, donc qui tombent majoritairement sur les systèmes productivistes ou industriels. Donc forcément que ça les encourage et forcément qu'ils deviennent prédateurs d'un autre système, d'une agriculture paysanne, d'une agriculture biologique, qui est généralement sur des petits volumes, qui est généralement sur des petites surfaces et qui sont beaucoup moins aidés que les autres secteurs. Donc si on veut faire le choix de plusieurs agricultures, mais alors qu'on les rémunère de la même façon, qu'on oriente des choix politiques de la même manière, par exemple, il y a des choses qui ont du mal à avancer et dans les politiques agricoles et même dans ces états généraux, c'est une aide à l'actif, c'est l'emploi agricole. Nous, à la Confédération paysanne, on a un projet
pour l'agriculture, mais un projet social qui permette vraiment de rémunérer les paysans, les paysannes sur leurs fermes. Et ça passera par des aides à l'actif plutôt que par des aides au volume. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler lors de l'examen de la loi. Ce sera courant 2018. Merci à vous, Jean Bizet, merci Joël Labbé, merci Nicolas Giraud, merci à vous, Marie-Hélène Schwab. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre programme à suivre sur Public Sénat. À 18h, l'épreuve de vérité, invité ce soir Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Et puis à 18h45, vous retrouvez On va plus loin, présenté ce soir par Rebecca Fitoussi. Très bonne fête de fin d'année. On se retrouve en 2018. À bientôt.